C'est moi? Salut, Bonjour Serge. bonjour Anne-Marie. Ça fait une heure qu'on discute, mais on va pas leur dire. On fait pour de semblant que ah bonjour Anne-Marie, comment vas-tu? Ça fait 2 heures qu'on discute tout ça. Alors, quel est le sujet aujourd'hui Anne-Marie? Bonjour. Je sais pas, je me suis parlé un petit peu de la supervision de groupe, qui est Ouais. pour moi une belle découverte et quelque chose, je ne pense pas qu'on le voit dans les autres associations. Parce que vraiment, maintenant que ça tourne un petit peu, ça commence à tourner un petit peu, on voit vraiment ce recul de l'intime qui sort même dans un groupe. Et ces psychanalystes dignes de ce nom, alors je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas, mais je parle de ceux qui sont avec nous, qui osent aller dans leur intime, qui osent dire que les névroses, elles existent et pourraient également, qui ne se prennent pas pour des sur-monsieur ou sur-madame, qui sont simplement là pour échanger, pour partager ensemble, pour le bien du patient. Et je pense que ça, ce sont des bons psychanalystes. Enfin, ma vision à moi, si je mets des petits guillemets. Et ce que tu disais effectivement tout à l'heure hors antenne, qui était effectivement judicieux, on s'est posé la dernière fois en supervision la question est-ce qu'on amène un sujet pour cadrer, avoir un fil directeur avec Patrick notamment, où c'était effectivement intéressant de se poser la question. Et ta réponse, effectivement, de ne pas amener de sujet pour qu'effectivement aller plus facilement dans l'intime de chacun, me semble effectivement judicieux. Alors maintenant, on fera des analyses collectives aussi où on amènera un sujet, ou alors pourquoi pas, au moment de la supervision, quelqu'un amène un sujet. Enfin, il y a Mmh, plein de. Mais pas préparé, surtout. Arriver ouais, avec qui l'on est, avec ses pompes, en fait. Arriver oui, avec notre avec sa attitude. bite et son couteau, Pas pour les selon les, filles. selon l'expression consacrée. Les filles amènent leur phallus, de toute façon. Voilà, tout également. Il faut bien amener quelque chose. Et il y a cette idée aussi dont on parlait tout à l'heure, qui est peut-être intéressante à développer sur cette phrase de Freud qui disait il n'y a pas de bon psychanalyste avant l'âge de 50 ans. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que la psychanalyse, apprendre dans les livres, c'est une chose. Euh, Et la psychanalyse ne s'apprend pas dans les livres, justement. Déjà, voilà, non, mais se former en plus de l'histoire de la psychanalyse que l'on pourrait Oui. apprendre dans les livres, ok, d'accord. Sa propre analyse qui n'a pas de fin, il faut bien le Mmh. dire, hein, c'est une autre chose. Et maintenant, la maturité. La maturité, c'est-à-dire placer les choses où elles doivent être, arriver à rebondir quand on peut rebondir, arriver à, comment dire, placer sa névrose, arriver à dominer sa névrose, à gérer sa névrose, à comprendre. Nonobstant que effectivement, il y a des gens qui sont matures très jeunes et on voit des gens de 50, 60 ans qui sont absolument pas matures et qui ne sont pas en capacité de se remettre en question. C'est un petit peu dommage pour les gens qui sont plus jeunes, 25, 30, 35 ans, et qui se disent, mais c'est hyper clivant de se dire que je peux pas être un bon psychanalyste alors que j'ai étudié, alors que j'ai fait une longue analyse. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'injuste hein, que on peut comprendre parfaitement. Euh, la phrase de Freud me semble judicieuse. Après, avant 50 ans, c'est vraiment une image parce que ça peut être 45 ans, ça peut être 55 ans. Mais l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les neurosciences, la neurobiologie témoignent que les connexions neuronales sont encore en pleine effervescence et en progression jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Dit plus simplement, l'adolescence cérébrale dure jusqu'à 25, voire 30 ans. Certains neuroscientifiques amènent même l'âge de 35 ans. Donc, on peut se poser la question, effectivement, on le sait, nous, qu'on est des vieux, hein, ah, Anne-Marie, que les choses changent sans forcément qu'on ait pu le faire consciemment ou volontairement. Euh, moi, je vois qui TDAH, mon TDAH s'est énormément assoupli, énormément apaisé. Alors, par la psychanalyse, par le fait aussi d'être psychanalyste et d'exercer, puisque les patients nous font travailler régulièrement quand on a cette humilité de ne pas être en toute puissance et de se dire, effectivement, les patients sont là pour me faire travailler moi aussi, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, passionnant et enrichissant que de se dire, maintenant je suis le maître dans ma petite grotte
de sociopathe et je ne parle plus à personne en Harley-Davidson. Fort est de constater qu'effectivement, notre mentalité change, nos désirs prennent d'autres tournures, d'autres dimensions, ce qu'on peut appeler peut-être cette maturité. Ce qui va être surtout accroché à l'expérience, l'expérimentation, le vécu. Il n'y a pas à chier, quand on a 50 ans, on a vécu plus de choses qu'à 35. On a vécu 15 ans de plus, bon, sauf si on était justement dans la grotte, en l'occurrence, mais on a peut-être eu des enfants. Donc, c'est des choses qui changent beaucoup. On a peut-être dû changer de boulot. On s'est cassé la gueule. On a été obligé de rebondir. On a eu des deuils. On a eu beaucoup de choses qui, de l'ordre du vécu, qui nous ont amenés à faire de nouvelles connexions, créer de nouvelles autoroutes neuronales, en abolir certaines, en supprimer d'autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne sais pas. Mais effectivement, il y a un apaisement et peut-être un désir de soigner qui est en capacité de prendre plus de recul euh, à l'aune des années. J'essaie de trouver des jolis termes, parce que je suis aussi quelquefois poète. Vous savez à quel point j'aime les mots. On trouve peut-être davantage le sens de sa vie, je ne sais pas, ou peut-être qu'on est plus, de toute façon, on est plus posé. Enfin, c'est pas une généralité. On n'est pas tous comme ça. Complètement. Hein. C'est pas une généralité. Mais la maturité aide. Alors, c'est pas pour ça que les jeunes psychanalystes font de la merde. C'est pas ce que je veux dire. Non, non, Et non. l'approche est différente. Elle est peut-être plus difficile pour eux. Peut-être qu'ils ont plus besoin de supervision. Je ne sais pas, il faudrait échanger avec eux, voir comment ils voient les choses. Il y a plus de fougue et d'idéalisme peut-être et de désir inconscient. Et de désir Je inconscient. pense que tout se passe dans le désir inconscient. Je pense qu'il y a une chanson qui résume quand même bien ça d'une certaine manière. C'est la chanson Je sais de Jean Gabin. Ah oui. J'invite tout le monde à réécouter cette chanson où il explique qu'effectivement, quand il était jeune, il se disait je sais, je sais, je sais. Et que au plus il vieillit, au plus il se rend compte que maintenant il sait une chose, c'est qu'on ne sait jamais. Et cette acceptation, c'est aussi de l'ordre de l'acceptation, du renoncement à savoir, du renoncement à avoir une certitude, à s'accrocher à une branche. Et cette acceptation, finalement, d'être dans le doute. On rejoint peut-être ce 5e accord Toltec qu'a écrit Miguel Ruiz avec son fils il y a quelques années. Cette acceptation du doute, d'être en permanence euh, à se vouer à ce que les croyants appellent la foi et ce que les athées peuvent appeler une confiance en les choses, une confiance en l'univers éventuellement, une confiance que de toute façon le monde se déroule sans doute comme il le doit et que les choses nous échappent et qu'on est effectivement dans cette impuissance, cette douce impuissance et qu'on est là en tant qu'observateur, parfois de témoin de choses qui arrivent et qu'on n'a plus ce désir prégnant de changer les choses, de voir les choses, de la volonté, le vouloir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait de dire qu'on ne sait jamais nous permet un lâcher prise. Un lâcher prise très important sur vouloir savoir, vouloir faire ci, vouloir faire ça. Et c'est là, c'est dans ce renoncement, en fin de compte, que l'on existe et que l'on devient un bon psychanalyste. Et aussi, il n'y a pas que la psychanalyse, d'ailleurs, là-dedans, que l'on s'enrichit dans sa vie. Quand on sait Ce qu'on renoncement, ouais, ce renoncement inconscient, parce que le renoncement conscient, dès lors où on est psychanalyste à n'importe quel âge, on l'a, en tout cas on croit l'avoir. Mais on se rend bien compte au fil des années, au fil des supervisions, dès lors où un patient nous a agacés, énervés, touchés, émus, on se rend bien compte que notre désir de guérir, notre désir d'être utile, notre affection bien humaine, euh, inconsciente, est toujours là, présente quelque part. Et que même si consciemment et notre mental nous dit non, non, moi j'ai renoncé, je garde mes distances, l'inconscient nous rappelle souvent en supervision que ah non, ouvre pas trop ta gueule, tu vois bien que ce patient t'a touché, tu vois bien que celui-là, tu lui mettrais des claques. Et donc, on a bien cette humanité. Et c'est le temps, effectivement, et sans doute aussi la pratique. À force de pratique, on finit aussi par renoncer parce que, à force de pratiquer,
on voit bien qu'on n'a pas toujours que des succès et qu'on doit se confronter à ce sentiment d'échec, d'impuissance, que parfois on a l'impression qu'il se passe rien, qu'il y a eu des silences et que le patient d'un coup va bien, et que d'autres patients avec qui on a l'impression qu'il y avait eu une évolution, eh ben une séance arrive et il nous démontre que en fait, hop, il a régressé comme en début de séance et qu'on se dit mais finalement je suis un psy de merde. Donc c'est aussi moult séances qui nous amènent à nous confronter à la réalité, au principe de réalité, à se dire ben non, ben je vais lâcher prise parce que je vois bien que j'y passe de l'énergie et que des fois ce que je veux, je me rends compte de ce que je veux parce que je me confronte à des échecs, à des déceptions. Et des fois, quand je veux rien, que j'en ai rien à foutre, pas sur le plan affectif, mais que je suis détaché en me disant voilà, je veux rien pour lui. Après tout, il se démerde, je suis fatigué. Et ben c'est là que finalement il se passe quelque chose. On grandit de ses échecs et de ses déceptions, oui, tout à fait. Alors là, c'est 100% vrai. On ne grandit pas de ses réussites, hein, contrairement à ce qu'on croit. Ouais. Les réussites nous confortent dans quelque chose et nos déceptions nous permettent de grandir et de nous sentir bien avec nous-mêmes quelque part. Alors, c'est vrai qu'on ressent, on peut ressentir en patient tel, oui, ben voilà, celui-là, je n'ai pas réussi, celui-là, il m'énerve, tout à fait d'accord. Et ça nous met face à nous-mêmes, ça fait ressurgir notre névrose, notre fatigue. Et justement, c'est ces moments importants. Comment allons-nous saisir ces moments importants? Qu'allons-nous en faire en tant que psy? Est-ce Ouais. qu'on va continuer à aller dans le mur, en fait, dans notre cabinet, dans le mur de notre propre vie? Ou est-ce qu'à un moment, on va dire stop, on pose les choses, on retravaille sur notre névrose, on sait qu'on ne sait pas tout et on fait quoi de tout ça? D'où l'importance véritablement d'avoir une bonne supervision et régulière. Une bonne supervision, une bonne gymnastique aussi personnelle pour savoir quand les choses viennent, les ressentir, savoir les poser à ce moment-là. Il y a aussi ça. Et ça, je pense, enfin, on le trouve quand on a été dans la grosse merde et on le trouve dans la maturité. Alors, Mmh. les jeunes ont besoin, je pense, de vieux, ah non, je ne vais pas dire ça pour aujourd'hui, de vieux comme nous, qui peut-être leur ouvrent le chemin, qui vont emprunter ou pas, ils ont le choix. Mmh. Mais on leur dira toujours, quand ils vont nous demander est-ce que vous savez, ben non, nous, on ne sait jamais. Ça, je suis tout à Voilà. fait d'accord avec toi. Peut-être effectivement parce qu'on a eu la chance ou la malchance de bouffer bien plus souvent qu'eux des tartines de merde. Voilà. Et quand on ressent, en fait, le dire, on ne sait jamais, c'est une chose, comme tu dis, mais je pense qu'il faut le ressentir jusqu'au fond de ses tripes Oui, pour vraiment être bien. Se dire, ah, alors c'est un jour, tu vas te le répéter 500 fois, puis un jour, ça va te prendre au creux du ventre et tu vas le ressentir et tu vas savoir que là, en fait, tu sais que tu ne sais jamais, que tu ne sauras jamais et que tu vas faire avec ça. c'est l'acceptation. C'est Parce l'acceptation. que je peux savoir que on ne saura jamais, mais ça peut me faire mal au cul. Donc c'est vraiment renoncer. Voilà. Finalement, c'est bon, je ne veux plus savoir. Et là où je ne veux plus savoir, ben, intervient des choses qui m'apprennent davantage. Et là, on Et reconnaît qui l'on est, en fait. C'est là qu'on reconnaît qui l'on est. Là, on est vraiment avec ses godasses, mmh, comme le dit Serge Sommer, parce qu'on sait que voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais ce n'est pas grave. On va les apprendre si ça nous intéresse, ne pas les apprendre si ça ne nous intéresse pas. Et puis, il y a des choses qu'on ne saura jamais, mais c'est comme ça. il n'est pas sans nous rappeler cette célèbre phrase de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Ça, je gagne, ça, j'apprends. Tout à fait. On apprend tous les jours. Effectivement, on en revient à cette croyance que de certains psychanalystes ou thérapeutes qui n'ont plus de névrose ou qui n'ont plus d'ego et que ils sont débarrassés de leur névrose et que donc ils peuvent se sentir utiles et à l'abri de tout. Et ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire dans ce genre de discipline. Il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas nommer les écoles et les fédérations, mais il y en a beaucoup qui, qui fonctionnent comme ça. Je suis désolée, mais je crois que c'est même le principe de ce qu'ils veulent actuellement, c'est mettre quelque chose en avant, alors que le psychanalyse n'est pas quelque chose en avant, c'est tous ensemble. Oui. Et c'est de savoir, le psychanalyste sait où se trouve sa névrose. Tout à S'il fait. croit qu'il n'a plus de névrose, ça veut dire qu'il ne sait pas où elle est, parce qu'elle est toujours présente. Son mécanisme de défense est toujours présent et prêt à lui sauter à la gueule à un moment donné où s'y attendra le moins. Encore ce matin, sur notre groupe de discussion, je rappelais, parce que tu me connais, j'aime parler en termes techniques, je rappelais ce vieux proverbe chinois qui disait
Si un matin, tu te réveilles avec 2 paires de couilles, ne te prends pas pour un surhomme. Tu es peut-être en train de te faire enculer. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Soit certains le trouveront vulgaire, mais il est tellement explicite et expressif de ce qu'on est en train de dire. Savoir tenir notre névrose à distance, c'est savoir où elle se trouve. On ne peut pas tenir à distance quelque chose qu'on pense disparu, bien évidemment. Et pourtant, les associations, beaucoup d'associations estiment que d'abord quand tu leur parles, ou tu parles au président, que voilà, tu n'es pas psy si tu es névrosé. Hum. Hein, c'est bien, hein, ça c'est un truc que j'entends souvent et je trouve ça dommage d'entendre ça, de ne pas reconnaître ça, parce que comment peuvent-ils être dans ces associations, quel que soit leur statut, leur place, en ayant ce discours-là? Référons-nous une fois de plus aux anciens. Les Oui, anciens disaient tout au contraire, on ne peut pas être un bon psy si l'on n'est pas névrosé. tout à fait. Parce que la névrose en psychanalyse, c'est quoi? C'est justement un mécanisme de défense qui a été salvateur et qui a permis notre survie physique et psychique. Mhm. La névrose, c'est ce qui nous a évité de sombrer en psychose. Donc, c'est merveilleux. Vous êtes névrosé. Merveilleux. Maintenant, on travaille dessus quand elle nous submerge, quand on sent qu'on a perdu le fil ou pas trouvé le fil de notre vie, qu'on est nulle part ou partout à la fois. Donc, dans ces cas-là, on travaille dessus, oui, mais savoir quand elle arrive, savoir qu'elle arrive, que c'est ce moment-là, et pourquoi pas mettre en place des choses, des techniques ou un moment de pause ou quoi, pour ne pas lui laisser le pouvoir et pour retravailler dessus quand elle se manifeste. Et le déplacement de notre névrose, sa transformation, c'est aussi parfois trouver, vu que c'est un mécanisme de défense, quand le mécanisme de défense devient obsolète ou déséquilibré ou trop énergivore, c'est finalement le transformer en quelque chose de plus vertueux. Et en ce sens, Freud disait, et c'est là où c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup la sublimation, finalement, c'est l'aboutissement de la psychanalyse, c'est finalement quand tu es devenu un sage, un maître zen. Euh, non, pour Freud, la sublimation n'est rien d'autre qu'un mécanisme de défense aussi. Simplement, c'est sans doute le mécanisme de défense le plus vertueux, puisque il va nous amener une reconnaissance de la part du reste de l'espèce, et puis il va être utile au reste de l'espèce. Il va même être valorisé par quelqu'un qui va faire un tableau qui vont avoir un prix, ou nous-mêmes, psychanalystes, qui nous faisons payer et pouvons bouffer grâce à l'utilité de notre accompagnement auprès des patients, des analysants, comme on veut. Donc, c'est envisager la sublimation non pas comme une réussite fondamentale, tout va mieux, je suis un sage dans ma grotte, une fois de plus. Ça, c'est l'apanage quand même des sociopathes, de se couper du monde. Mais au contraire, comme un mécanisme de défense qui serait plus vertueux, mais qui reste un mécanisme de défense, donc un processus névrotique. Sublime, soit, mais névrotique. Voilà, donc c'est quand même important, c'est vrai, de situer tout ça et de situer notre objectif de l'association, justement, qui est la reconnaissance de la psychanalyse telle qu'elle est vraiment, sans y rajouter des phares pour la rendre différente et sans lui rajouter des phares pour la faire accepter par l'État. Ce n'est pas le but, non? Oui. À propos de reconnaissance, d'ailleurs, moi, j'irais bien sur un sujet, alors je ne sais pas si là ou si on peut-être en proposer une conférence, tu me dis ce que tu en penses, où je te parlais justement de la reconnaissance. La reconnaissance qui est vraiment l'objet spécifique du pôle masculin, qu'il soit chez un homme ou chez une femme. La reconnaissance du père, au sens symbolique du terme. À C'est un peu comparer, freudien, quoi. voilà, à comparer à la mère suffisamment bonne, mais qui, elle, connaît l'enfant, puisque l'enfant naît de son corps, au père suffisamment digne, qui est en capacité de reconnaître l'enfant, puisqu'il n'est jamais sûr d'être le père. Donc, son objet va être de le reconnaître, notamment par cette symbolique de la mairie,
La symbolique de donner son nom. Est-ce qu'il est bon maintenant qu'un enfant prenne le nom de la mère ou prenne le nom de la mère et du père? Là, on est sur quelque chose de politique, de féministe, qui a évidemment lieu d'être, mais qui va à l'encontre de cette idée de la reconnaissance du père. Reconnaissance du père qui, si elle n'est pas suffisamment digne, suffisamment posée, eh ben, va être recherchée à travers la reconnaissance d'un public pour un artiste, ou la reconnaissance institutionnelle pour celui qui va vouloir accumuler des diplômes à l'université, l'institution étant un substitut de l'autorité paternelle, autorité au sens justement de reconnaissance et non pas de discipline et d'ordre, bien sûr. C'est un sujet qui me semble très intéressant parce que la psychanalyse est souvent attachée aussi à la problématique de la mère, puisque au temps de Freud, effectivement, le père s'occupait pas souvent des gamins, donc il avait peu de place et la mère était toute puissante. Aujourd'hui, le père prend plus sa place. Parfois, il ne la prend pas assez, justement. Mais c'est bien aussi de reconnaître les insuffisances du père et pas toujours plomber la mère sur ses insuffisances. D'ailleurs, si la mère est relativement intrusive parfois, c'est que le père n'a pas pris son rôle de tiers séparateur. Oui, le père peut aussi être absent tout en étant là. Il y a plein de modèles. Maintenant, tout ça, on rencontre vraiment tellement de cas. Pour les sauver tous, ça me semble compliqué. Maintenant, comment laisser l'enfant grandir? Comment permettre à l'enfant de grandir tout en trouvant son équilibre par rapport à toutes ces, comment dire, toutes ces, Les injonctions. oui, les injonctions, toutes ces différences, toutes ces… vous avez des pères absents qui ne sont pas être là pour être pères ou qui estiment qu'ils vont être le copain de leur enfant. Mmh. On a des mères trop présentes parce que justement le père est absent. Comment, dans ces familles-là où il y a déjà une souffrance, ça n'arrive pas par hasard, ça arrive par des souffrances, des névroses, jamais travaillées, des souffrances, comment les enfants vont se positionner, quoi leur offrir après, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça en fait dans leur vie d'après? Il y a un très très bon livre à propos de ce père présent qui est malgré tout absent. Je crois que c'est un psychiatre, Guy Corneau, qui est mort il n'y a pas très longtemps, je crois. C'est un livre de Guy Corneau qui s'appelle Père manquant, fils manqué, et qui traite véritablement de ce sujet du père qui est absent, même en sa présence. Il y en a plein, hein, mais parce que Et, bon, c'est un sujet compliqué, parce que être papa, ce n'est pas simple comme être maman, ce n'est pas être trop là et ce n'est pas ne pas être là. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir si on n'a pas réussi à trouver le juste milieu. Maintenant, que vont faire les enfants de ça? voilà, comprendre l'impact que ça peut avoir sur le développement de l'enfant. Et comment amener que cet impact ne soit pas trop destructeur si ça doit l'être? Mmh. Avoir conscience de cet impact, en fait, et quoi en faire après, ou amener la réflexion, ou la poser. Il y a tellement, il n'y a pas un cas, il y a 10 000 cas. Il y a 10 000 cas. Comment se situer en tant que parent? C'est Il y difficile. a, il y a, il y a 10 000 cas, ce qui nous laisse un peu chocolat. En même temps, il faut savoir qu'il n'y a pas de parents parfaits, ça n'existe pas. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mmh. Et ça, c'est très important de le savoir aussi. En revanche, le rôle du parent, étant imparfait par définition, est sa capacité à se remettre en question et, une nouvelle fois, terme technique, emprunté à Alexandre Astier, se sortir les doigts du cul. Oui, mais s'il se remet en question, il se remettra en question par rapport à ses propres peurs et pas par rapport aux peurs qu'il aura transmises à l'enfant. Donc, qui se sont en plus, celles qui sont transmises et celles que l'enfant aura ressenties, en fait, qui seront été créées aussi dans la structure familiale. Mmh. Deux choses différentes, en fait. Il ne pourra pas travailler sur ça, il peut travailler que sur ses propres peurs s'il en a conscience. Oui, Ce qui est déjà bien. ce qui est déjà essentiel, puisque de toute façon, ce qu'il va transmettre passera beaucoup plus par le modèle qu'il est, l'exemple, ce qu'il dégage de lui-même, que ce qu'il pourra dire, raconter à son enfant dans la transmission de ses soi-disant valeurs.
s'il s'interroge et si à un moment de sa vie, quel que soit le moment de sa vie, il dit, bon ben voilà, j'ai le cas dans mon cabinet, excusez-moi, voilà, si j'ai fait ce que j'ai pu. Et rien que de dire ça à l'enfant, quel que soit l'âge, l'enfant va se situer, Oui. va peut-être mélanger à quelque chose, il va se situer. Et ça va lui permettre d'avoir un semblant enfin, d'être un petit peu, de commencer à être bien dans ses chaussures pour aller vers le mieux. Ça lui ouvre une porte de possibilités. Parce qu'on reconnaît un acte, on reconnaît une imperfection, donc il n'est plus dans son accusation propre, même inconsciente, en se disant peut-être que c'est moi, peut-être il est, voilà. Il y a une imperfection, maintenant qu'est-ce que j'en fais? On lui offre cette possibilité, après, de faire quelque chose de cette imperfection. Euh, on peut même illustrer ça par, voilà, avant d'expliquer à ton gamin de mettre sa ceinture dans la bagnole, eh ben, mets ta ceinture et l'enfant mettra la ceinture petit à petit parce qu'il doit faire. Mais s'il ne te voit pas faire et que tu lui dis, mais il faut que tu mettes ta ceinture pour telle et telle raison. C'est compliqué, hein. Les enfants maintenant aussi, les nouvelles générations, on leur explique tout. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suis spectatrice, j'ai pas de conseils à donner. Est-ce que ce Tu peux n'est pas… expliquer, mais si tu n'incarnes pas ce que tu expliques, à ce moment-là, c'est comme si tu te foutais de sa gueule. Oui, mais on ne peut pas non plus tout expliquer. On doit… Tout expliquer, c'est pas bien non plus, en fait. Mais Non. trouver le juste milieu, c'est encore pire que tout. Parce que Mais, l'enfant va être très éveillé, va attendre une explication. L'explication va toujours être en éveil, attendre une explication. Et quand est-ce qu'il va se poser, cet enfant? oui. Quand est-ce qu'il va se poser complètement? En Donc, tout cas, incarner ce qu'on veut transmettre aura bien plus d'impact que de l'expliquer. tout à fait. On aura bien plus d'impact. Mais il ne faut pas oublier que tous les parents sont névrosés, comme tous les enfants seront névrosés. Donc, on fait ce qu'on peut. Et il y a des parents qui rentrent du travail, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. Et ben voilà, je leur dis, dites à votre enfant, voilà, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et reconnaissez-le, quoi. Maintenant, après, on a tous le droit de ne pas être bien, même de crier, etc. Mais il faut reconnaître qu'à ce moment-là, on n'était pas bien et on a crié. Ce qui permettra à l'enfant, déjà, lui-même, en grandissant, de reconnaître ses limites et d'accepter d'être imparfait à son tour, d'être fatigué à son tour. Imparfait vivant, comme dit Moussa Nabalsi. Voilà, je crois que c'est le but d'une vie, c'est accepter imparfait vivant et savoir qu'on ne sait jamais. Ouais. Voilà. Et quand on sait ça, les relations sont différentes. On pourrait aussi, il y a un sujet qui me tient à cœur, qu'on pourrait développer un jour, peut-être au sein d'une conférence aussi. Après, on pourra demander à tous les adhérents de l'association si parmi ces sujets, il y en a un qu'ils aimeraient développer, qu'on puisse en faire une conférence avec un échange de questions, de réponses, d'échanges d'expériences, tout ça. C'est le sujet de l'identité. Parce que l'identité est au cœur de notre société. J'en ai souvent parlé, hein, mais qu'est-ce que c'est que l'identité? L'identité, c'est se définir. Mais peut-on se définir alors que on est en constante évolution, en constante fluctuation, en constante mouvance? Se définir, c'est finalement faire une photographie d'un instant présent qui serait figé. Or, c'est pas la réalité. L'instant présent n'existe pas. En tout cas, il n'existe pas figé. Il est en constante mouvance, à la fois dans la vie et même dans l'univers, puisque l'univers est en expansion. Donc, se définir par une identité, qu'est-ce que c'est? Identité, ça vient du mot s'identifier, donc qui se définit identique à. Donc, se définir identique à, c'est intéressant à l'époque de l'adolescence, puisque ça permet de sortir de l'identification au père ou à la mère, selon si on est garçon ou fille, même un peu mélangé d'ailleurs les deux, pour retrouver d'autres mentors afin d'étayer et d'appuyer la reconnaissance de soi. Et pas rare qu'un ado s'identifier à un chanteur, à un sportif ou à un professeur. Mais qu'est-ce que c'est que le but finalement de la maturité? C'est d'arriver à ne plus avoir besoin de s'identifier, ne plus besoin de se sentir identique à, mais de se permettre l'individuation. Je n'ai plus besoin de m'identifier puisque j'accepte ma singularité, j'accepte d'être un être unique. Et même si je me sens différent,
tant mieux, je ne suis pas exclu parce que c'est ma différence qui va enrichir le reste de l'espèce. Donc la recherche d'identité, le besoin d'identité qui est tellement prégnant aujourd'hui dans nos sociétés, que ce soit à travers le genrisme, à travers la religion, le djihadisme, etc., etc., c'est un échec du sujet à son individuation. Tout à fait. Moi, je vois quand, tu vois, j'ai des jeunes patients qui arrivent, enfin jeunes, entre la trentaine, hein, et souvent dans le cabinet, ils arrivent, ils sont perdus, ils ne savent pas où ils sont. Et au bout d'un moment, je pose une question. Décrivez-vous. Je ne vais pas forcément physiquement, et ce que vous pensez de vous, décrivez-vous. Et tu as un blanc, là, tu as un super silence, et puis on te dit, ah mais moi, je ne sais pas faire ça. Alors, tu donnes un miroir et tu dis maintenant, que voyez-vous? Mais ils ne voient rien. La plupart, ils ne voient rien. Alors, le but de la psychanalyse, c'est qu'au bout d'un moment, tu leur donnes un miroir et qu'ils se voient. Mmh. Et c'est ça, ils n'ont pas, ils ne retrouvent pas, alors ils n'ont pas, je ne sais pas, mais ils ne retrouvent pas leur identité, ou ils ne trouvent pas leur identité, je ne sais pas. Ils naviguent entre divers mondes, mais ils ne trouvent pas leur monde, ni leur identité, ni leurs chaussures, Ni leur individuation. ni leur individuation, du coup. Et ils viennent beaucoup, hein, les jeunes entre 20 et 30 ans, enfin surtout la trentaine, viennent vraiment pour ça. Trouver qui ils sont, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense que je vais essayer moi aussi avec mes jeunes. Décrivez-vous. Ce qui est important, effectivement, c'est ce qu'ils puissent parvenir à se voir, mais aussi, je rajouterais, à s'envisager. Que voyez-vous et que désirez-vous être? Parce que ce que vous désirez être, si vous le désirez fort, vous le deviendrez. Et Comment vous envisagez-vous? ils ne désirent pas quand ils arrivent puisqu'ils ne se voient pas. Alors, quand tu as vraiment des blancs et qu'au bout de 5-6 séances, tu reposes la question, tu as toujours des blancs. Alors, des fois, ça m'arrive pour justement montrer, alors c'est là que c'est un peu atypique, pour montrer la relation vraie, de dire, ben voilà, moi je vais me décrire, je vais vous montrer comment on fait. Et tu ouvres une porte. Hein. Tiens, la psy est humaine. Waouh. Avec un T majuscule. Donc, peut-être qu'elle est humaine et elle reconnaît qu'elle est imparfaite. Donc, peut-être que de ce fait, j'ai le droit d'exister. Et donc, je vais essayer. Alors, comment tu te décris? On est en visio. Comment je me décris? Ben, ça dépend des fois. C'est pas les mêmes jours, c'est pas pareil. Ah, donc Hein. on est véritablement dans cette mouvance, cette fluctuation. C'est pas tous les jours pareil. T'as pas. Bon, déjà, je suis prise un petit peu au dépourvu, donc je me décris pas. Je suis toujours la même chose, bien dans mes chaussures, ça c'est clair. Je me décris toujours comme ça. Maintenant, comment je me décris? Ben, je me décris physiquement petite, carrée, comme je suis en fait. Je suis souriante. Je me décris moralement comme ben voilà, que tous les jours ne sont pas roses, qu'on n'est pas des êtres parfaits. Je reprends souvent cette phrase. On est tous imparfaits et vivants. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le vivre. Il ne faut pas avoir peur de l'être. Ouais. Comment je pourrais me décrire, moi? Ben, je ne sais pas, comme tu veux. Je pense que je suis encore pas mal pour mon âge, mais je devrais perdre du poids, parce que sinon ça va être une catastrophe. Je pense que je suis quelqu'un de foncièrement gentil, sensible, qui a quand même une capacité à être anxieux, capacité à faire ressurgir parfois des colères et des sentiments d'injustice. Je pense que je suis foncièrement curieux et gnostique, c'est-à-dire en recherche de connaissances. C'est très difficile pour moi de me dire que je ne saurai jamais. Donc maintenant j'y arrive, j'ai renoncé à tout savoir, mais si je pouvais passer le reste de ma vie à en savoir encore plus, à comprendre et à faire des liens, j'en serais vraiment très heureux. Et gourmand peut-être de la vie, et un peu aussi cet amour des autres et ce côté un peu associable et solitaire de la peur peut-être de ma propre sensibilité, de ma propre capacité à rentrer dans un affect qui pourrait être délétère pour mon psyché. Et il y a un blanc, ça veut dire quoi? Ben que j'ai pas d'autre idée pour l'instant, mais que
Il y aurait tellement à dire, effectivement. En tout Oui, cas, voilà. cette description est celle d'aujourd'hui. Oui, Effectivement, voilà, ce ne sera pas celle de demain. demain. Et puis moi, ils peuvent m'entendre ben, voilà, hurler sur ma voisine. Ça m'est arrivé une fois, ben, on me regarde, je suis ben, la psy est humaine. Mmh. Voilà, j'ai recadré une situation, la psy est humaine. Alors, tu as une patiente qui m'avait dit une fois, mais j'étais vraiment pas bien après. J'étais vraiment pas bien. Je fais donc, on va parler. Pourquoi vous n'étiez pas bien? Parce que j'ai recadré quelqu'un poliment dehors. Pourquoi vous n'étiez pas bien à ce moment-là? On va voir pourquoi. Mmh. Intéressant ça aussi. Hein. Et c'est important que les gens ne nous voient pas comme des robots, nous voient comme Ouais, des les humains. machines. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Et des fois, elle me dit, mais il y en a pour longtemps, le travail va être difficile, mais je suis pas par hasard derrière ce bureau. Mmh. Et j'explique, on explique le cheminement. C'est ce On qui raconte, permet le transfert. Comment voilà. veux-tu faire un transfert sur une machine, un robot, quelqu'un qui serait soi-disant, qui donnerait l'image d'être parfait? C'est bien plus humain que de pouvoir faire son transfert avec quelqu'un qui est comme nous, qui a ses forces, ses faiblesses. Alors aussi beaucoup de questions. Comment vous avez fait, vous mais vous n'êtes pas névrosé. Comme ça, on a ça aussi. Non. Mais vous, Mmh. vous n'êtes pas névrosé, vous êtes derrière le bureau. Et comment vous avez fait, vous? Voilà, c'est des questions qui me viennent souvent. Mais ben si, avant d'être là, j'étais là. Ouais, moi, j'ai aussi, moi, j'aimerais arriver à votre niveau de zénitude. Voilà. Vous savez, là, je suis zen parce que je suis avec vous, hein. Mais il y a des fois, il y a des trucs qui me pètent les couilles. Je suis capable de hurler comme un putois. Voilà. On reste humain, humain parfait, mais Mmh. on le sait. On le sait. Ce qui est Mmh. important, c'est qu'on le sait. On est capable de placer des mots. On s'enrichit de la parole de l'autre. Au-delà de le savoir, une fois de plus, on l'accepte. On l'accepte. C'est surtout ça, on l'accepte. Parce que tu peux le savoir et puis que… Ah oui, voilà. Voilà. Les silences, c'est pas forcément. C'est hyper important, les silences. Et prendre de la distance quand on voit qu'il y a trop de névrose autour de nous, bon, ben, c'est un petit peu difficile. Prendre de la distance, moi, c'est le silence. Mais ce n'est pas le silence d'une bouderie, ce n'est pas le silence de je cogite. C'est le silence parce que pop, je coupe le fil et je reste avec moi pendant que les autres vont se débrouiller avec leurs trucs et après, on re-rentre en communication. Il n'y a pas de. Voilà, c'est la vie, on reste humain, on rencontre des situations. Maintenant, comment fait-on? On fait comme on peut avec notre histoire, avec notre analyse surtout, qui est importante. Mais nous nous sommes acceptés, je pense que c'est ça, c'est être Et accepté avec notre humeur. et avec notre humeur. Mais c'est accepter, comme tu l'as si bien dit, accepter qu'on ne sait jamais, imparfait et vivant. Et ça, c'est aussi dans l'idée de l'association des psychanalystes modernes, amener ça, amener en fait qu'on n'est pas des dieux, on n'est pas des êtres parfaits, on ne fera jamais les allées du ministère pour avoir les seuls l'autorité d'une formation où il faut apprendre par cœur, répéter 10 fois Freud, 50 fois Lacan et 25 fois Et Dolto. 2 pater et 3 Ave Maria. On compte sur l'enrichissement, l'envie des gens de s'enrichir dans le partage, parce que je crois qu'il n'y a pas plus gros enrichissement, s'enrichir dans la culture, dans les échanges, dans les livres qu'on va partager, s'enrichir et travailler et partager ensemble. Je crois qu'un bon psychanalyste, pour moi, la définition, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, c'est la religion qui me fait penser à ça, parce que Freud disait que la religion était le surmoi de la société. Le but de la psychanalyse est de briser, voire d'assouplir le surmoi afin de s'approprier dans le moi ce qui nous appartient. Et dès lors où une formation psychanalytique ou autre est dogmatique, où on te dit quoi faire, tu fais quoi? Tu ne fais qu'enrichir ce surmoi. Mhm. Il Donc y en a c'est beaucoup, hein. complètement… Ouais. Alors, pourquoi sont-ils amenés à ça? Pourquoi mettent-ils en avant tout le temps, il faut lire, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux, ah, mais Freud a dit, Lacan a dit, Freud a dit, Lacan a dit, ok, il en faut, mais vous en faites quoi? Mmh. On en fait quoi de ça? Et pourquoi avoir besoin de toujours se légitimer avec l'identité du père? Est-ce que c'est pour se cacher derrière ou est-ce qu'on peut le citer pour étayer une de nos propres pensées? Et là, c'est s'approprier. C'est s'approprier, mais encore le mieux, c'est de trouver sa propre pensée, ses propres mots. Ouais, C'est tout encore à mieux. fait.
C'est pas pour ça. On n'a pas renié Freud, on n'a pas renié Lacan, on ne renie pas Dolto. Évidemment que non. Oui. On renie personne. Hein. Avant, on était au battoir, maintenant, on est à la machine à laver. On ne renie personne. Il y a l'histoire de la psychanalyse qui est quelque chose d'ancré, de très important. Mais la mettre en avant, ça nous aide à quoi? Est-ce que ça aide nos patients? Est-ce que ça nous aide? Oui. Ça peut étayer effectivement une phrase Voilà. qui a été mieux dite et mieux tournée, mieux illustrée que ce qu'on aurait pu trouver. Mais effectivement, l'individuation passe par tuer le père symbolique. Voilà. Et beaucoup, je vois, oui. D'où les scissions qu'il y a toujours eu au sein de la psychanalyse entre Jung et Freud, ensuite avec Adler, Lacan, Mélanie Klein. Il y a toujours eu des scissions parce que, comme me dit mon superviseur, à juste titre, c'est toujours une façon de tuer le père et de s'approprier notre propre manière d'être psychanalyste, d'où les psychanalyses. Alors, est-ce qu'on a besoin, en tant que psychanalyste, de tuer les pères? Je parle de la psychanalyse. Hein, je dirais de s'en affranchir. S'en affranchir, parce qu'on n'a pas besoin, moi ça m'arrive de les citer, ça m'arrive, mais en fait, ils ne sont pas là, ils ne sont pas dominants, ce n'est pas eux qui me tiennent la main. Je veux dire, ils ne sont pas dominants. Ils sont là, ils ont existé, mais je marche à côté d'eux. Oui, à mon sens, tuer le père, c'est pas renier, voilà. mais c'est s'affranchir d'eux. S'affranchir d'eux. Marcher à côté d'eux. Ouais, s'affranchir d'eux. Et ça, par contre, c'est quelque chose que dans les écoles psychanalytiques, ils nous gonflent, quoi. J'ai envie de dire. Hein, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Alors, ils attendent d'être légitimés par l'État. Bon, d'accord, pourquoi? Et encore, ça peut interroger ça aussi. Pourquoi avoir besoin d'être légitimé par l'État? Une fois de plus, l'institution, donc le substitut de l'autorité du père. Voilà. Donc, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, ou est-ce qu'il y a un but commercial aussi d'être dans un monopole, de dire c'est mon église qui est majoritaire dans le courant de pensée. Il y a aussi les fédérations sont là aussi quand même pour faire de la thune, pas pour faire des psychanalystes, pas pour transmettre de manière philanthropique leur savoir-faire, leur connaissance. Ils sont là pour faire rentrer des gens parce qu'il y a quand même comment on dit, une nécessité économique de toute façon derrière. Mais enfin, là, attends, peut-être, mais est-ce que c'est le but de la psychanalyse? Non, mais c'est le but d'un institut de formation. Le but, c'est de rentrer des devises pour le but, c'est de faire du fric. Oui, mais c'est plus de la psychanalyse, ça. C'est plus de la psychanalyse. Je suis désolée. Là, on part dans autre chose. S'octroyer le seul droit de déclarer des psychanalystes ou alors de leur retirer leurs droits, je trouve ça, c'est la toute-puissance. Hein. Ça m'interpelle. On peut être ici et faire ça? Je sais pas, ça m'interpelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas comme ça que je vois la psychanalyse. Bon, tu crois qu'on va se faire des amis, là? Tu crois qu'on va dépasser des 2000 vues? En tout cas, nous ne pouvons que rappeler effectivement cette chanson de Jean Gabin. Amis adhérents, rappelez-vous cette chanson de Jean Gabin. Nous ne savons jamais. Ah, ça fait bien, ça fait un peu Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est le 14 juillet et à cette heure-ci, je reste dans mon lit douillet. Oui, on va tirer les pétards. Alors, ça va être l'heure de mon caca, là. Vous avez dit psychanalyste tome 2, on fera un tome 3, tome 4, tome 5, si on en a envie, pourquoi pas. Hein, on est ouvert à toutes les suggestions. Moi, étant natif d'Annecy, je pourrais en tout cas amener le tome de Savoie. Voilà, c'est bon comme ça, on aura le fromage. Bonne journée à toi. Mais à toi aussi, Anne-Marie, et à tous et à toutes. À bientôt.